Bonsoir à tous et à tous. Si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. Donc je vous remercie tous d'être venus pour cette soirée d'ouverture des Rencontres de Genève, Histoire et Cité, et pour la conférence du juge Guzman, qui est l'invité d'honneur de notre festival. Je reprendrai la parole tout à l'heure, mais pour l'instant, je passe sans plus attendre le micro à notre recteur, M. Jean-Dominique Vassali. Monsieur le directeur général du CERN, Monsieur le conseiller d'État, Madame la consul de France, Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, Monsieur le président de la Fondation Kofi Annan, prix Nobel de la paix, et aussi, et nous en sommes très honorés, président honoraire de ces rencontres, Monsieur le directeur de la RTS et membre du comité de patronage de ces rencontres, Monsieur le président des académies suisses des sciences, Monsieur l'ancien conseiller d'État, Monsieur l'ancien juge, Guzman Tapia, Monsieur le directeur des rencontres de Genève, Histoire et Cité, chers collègues, chers étudiants, chers amis, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je souhaite accueillir, au nom des partenaires qui ont permis la réalisation de cette manifestation d'envergure de prendre forme, et en particulier des partenaires académiques, l'Institut des hautes études internationales et du développement, la Haute École d'art et de design, la Haute École de musique, qui, avec l'Université de Genève, se sont attelés à cette tâche, à mon sens, monumentale. Et tout d'abord, et c'est évidemment opportun dans un contexte qui va célébrer l'histoire, j'aimerais dire juste un tout petit mot sur l'histoire de la Maison de l'Histoire elle-même, et rappeler que cette Maison de l'Histoire, elle n'est pas si vieille ni si récente. Il y a 8 ans, lorsque nous avons pris la charge du rectorat avec mon collègue Yves Flukiger et d'autres, nous avons été inspirés par le fait que dans l'ensemble des facultés de l'université travaillait, et de manière très remarquable, un ensemble d'historiens qui, très curieusement, venant d'autres facultés, ne se connaissaient pas toujours. Il nous a dit, je pourrais dire qui me l'a dit, mais il se reconnaîtra, il m'a dit, mais si simplement tu rassembles ces historiens dans une même pièce un jour, tu auras déjà fait quelque chose de remarquable. Alors on est allé au-delà, ils se sont rassemblés, et en quelques années, et en fait très rapidement, la Maison de l'Histoire s'est concrétisée. Donc ce premier espoir s'était concrétisé, il nous avait pris au mot, et puis plus récemment, il y a 2 ans et demi, 3 ans, nous avions dit à la Maison de l'Histoire, mais au fond, vous existez, maintenant c'est bien, mais vous pourriez peut-être être plus visible dans la cité, vous rassemblez tout de même des forces très considérables. Ben là, je peux vous dire qu'ils nous ont pris au mot, et voilà, le résultat, c'est ce qui va se passer dans les 3 jours qui viennent, quelque chose de tout à fait étonnant. Donc méfiez-vous de donner des conseils à la Maison de l'Histoire, aux historiens, ils sont capables de grandes réalisations, et on se réjouit énormément de voir ce qui va se passer. L'université, mesdames et messieurs, elle a un triple rôle. Tout d'abord, de permettre aux chercheurs, les universités, et la nôtre en particulier, sont des universités qui placent vraiment la recherche au cœur de leur mission. De permettre aux chercheurs de tracer leur route, la route de leur curiosité et de leur créativité, d'éclairer un pan de la réalité dans laquelle s'inscrit notre monde, le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, en fait notre monde. Et puis évidemment, deuxième rôle est celui de former par le biais de l'enseignement l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse des étudiants, leur pensée critique, mais par-dessus tout, déguiser leur curiosité. Et puis enfin, et je dirais presque surtout dans le cadre de ces rencontres, cette troisième mission essentielle, elle aussi, c'est d'exporter en dehors des murs de l'institution, de l'université, de diverses manières, les résultats, mais aussi les questionnements qui émergent des travaux et des enseignements qui sont effectués. Et ces rencontres Histoire et Cité, elles ont été précisément conçues pour favoriser une forme de spontanéité du dialogue. Elles sont l'occasion d'écouter, mais aussi de rencontrer de nombreux chercheurs, spécialistes dans leur domaine, et de discuter avec eux, en un mot, d'établir ce dialogue, cette rencontre essentielle entre chercheurs et public.
Nous n'avons, c'est évident, pas tous le même rapport à la culture. Pour certains, l'abstraction suffit, si j'ose dire. Pour d'autres, l'image est importante. D'autres encore sont attirés par les nouvelles technologies, par les débats qu'elles soulèvent, les possibilités qu'elles offrent. Et ces rencontres ont diversifié les formats des manifestations. Que l'on aime le cinéma, la lecture, les débats, qu'on soit passionné de l'Antiquité grecque ou de la politique contemporaine, ces 3 jours sont l'occasion pour le public, pour vous, pour chacun d'entre nous, de choisir en fonction de ses goûts et de ses intérêts. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire à quel point notre université et les partenaires académiques qui se sont associés à nous est fiers de pouvoir vous offrir ce qui, je crois, va être 3 journées d'exception. Je remercie la Maison de l'Histoire et je repasse la parole à son directeur, le professeur Pierre Souillery. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à M. Kofi Annan, qui est président de la Fondation Kofi Annan, prix Nobel de la paix et président honoraire, il nous a fait cet honneur, des rencontres de Genève, Histoire et Cité. M. Kofi Annan, s'il vous plaît. Chers amis, bonsoir, messieurs et mesdames et messieurs. Autant que président d'honneur des rencontres de Genève, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement de ce festival unique. Avec votre permission, je vais dire quelques mots en anglais maintenant. This celebration of peace and peace builders takes place 200 years after the Congress of Vienna ended the instability of the Napoleonic Wars and 70 years after the end of the Second World War. This festival, to commemorate these milestones, will convene academics, artists, students, and the wider Geneva community in a multidisciplined and multifaceted reflection on building peace. As our host this evening, the University of Geneva and the City of Geneva continues its long tradition as a seat of peaceful dialogue and international cooperation. We thank you, Geneva, for making this possible. A city grounded in the principles of mutual respect and tolerance, where protagonists to conflicts in all corners of the world have gathered to resolve their differences and to build a more peaceful future for their citizens. This festival is a sobering reminder of the evils of war, the untold human suffering, and the devastating destruction it inflicts on individuals, families, and entire communities. It reminds us that those who use force and violence can rarely predict its consequences. But there is a greater message that reinforces a belief I have held for a long time, that no dispute is so entrenched that it cannot be overcome, and enmity between peoples need not last forever. This is a timely message. The war in Syria is now entering its 4th year. Instability in Iraq has bred an insurgency of incomprehensible brutality. In Africa, campaigns of violence by Boko Haram and Al-Shabaab have devastated entire communities. The consequences of military intervention in Libya continue to divide and destabilize the country and the region
while failure to resolve the dispute in Ukraine has created an unacceptable stalemate in Europe, reminiscent of the Cold War. The frustration of those working to bring peace to these regions is palpable, and so is the desperation and hopelessness of the communities trapped by these conflicts. It is such desperation that drives thousands to risk the dangerous crossing to Europe's shores in search of a new and peaceful existence. Yet their plight does not receive the necessary attention or compassion. I worked here in Geneva with the High Commission for Refugees in the early 80s. And I recall how Europe's political leaders, intellectuals, academics, and civil society rallied to the cause of the Boer people fleeing Vietnam. Jean-Paul Sartre spoke of our moral duty to save fellow human beings in danger. The G7 loudly called for measures to alleviate the refugees' suffering, and in America, former President Jimmy Carter used his executive authority to almost double the quota of immigrants from South Asia. Recently, Bill Swing, director of the International Organization for Migration here in Geneva, highlighted this unfortunate paradox. And he said, 40 years ago, our leaders pulled together to help migrants in dire straits. Today, the sight of migrants' distress is pulling apart our leaders. Such divisions do little to alleviate the suffering of the vulnerable and the displaced. What is required instead is moral and political leadership, and that is what Antonio Guterres, the High Commissioner for UN Refugee Organization, has called for. For this exhibition shows us that solidarity, political will, and above all, compassion can end the hopelessness of those trapped by and fleeing violent conflict. Rencontre de Genève is also a compelling reminder that all of us, not only presidents and generals and politicians, must play our role in building peaceful and stable communities, and that we cannot simply be innocent bystanders. I therefore hope that you share my enthusiasm for this festival and for the debates and the discussions it will spark. Thank you very much. Alors, je passe tout de suite la parole à M. Gilles Marchand, qui est le directeur de la radio-télévision suisse et qui nous a fait lui aussi l'honneur d'être membre du comité de patronage de ces rencontres de Genève, Histoire et Cité. Donc, M. Gilles Marchand. Merci, monsieur le professeur, monsieur le recteur, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un vrai plaisir pour la radio et la télévision suisse d'être associé à la première édition de ces rencontres de Genève. D'abord parce que cette collaboration s'inscrit dans un partenariat très actif entre la RTS, la radio-télévision suisse, et l'Université de Genève. Nous partageons avec l'université un mandat de service public au service de la cité, au service des citoyens, et nous transmettons tous deux des contenus à la société dans laquelle nous agissons. Ici, les contenus sont académiques, là, ils sont médiatiques, mais au fond, le processus de transmission est de même nature. L'Université de Genève
est généraliste, elle est innovante, très innovante d'ailleurs, elle est ouverte au monde, elle offre un véritable rayonnement international à sa région, elle collabore avec d'autres hautes écoles suisses. Eh bien, mesdames et messieurs, ces caractéristiques peuvent être appliquées plus ou moins telles quelles à la RTS. Et nous sommes toutes deux des institutions complexes à gérer, cher recteur, parfois un peu mises en cause. Il faut constamment réassurer la légitimité de nos mandats et de nos moyens. Mais toutes deux sommes indispensables au bon fonctionnement de la cité. C'est d'ailleurs tellement évident que l'on oublie parfois de défendre ce rôle comme si tout allait de soi. Eh bien, il se trouve, mesdames et messieurs, que tout ne va pas de soi. Il faut la mémoire dont sont capables nos institutions pour bien mesurer l'importance des liens que nous entretenons avec la cité. De la mémoire à l'histoire, il n'y a qu'un pas qui explique aussi notre engagement dans ces rencontres. S'intéresser au passé pour tenter d'éclairer le présent, c'est une des missions de la radio et de la télévision publique. Nous essayons ainsi de proposer des programmes, notamment des documentaires, des entretiens, dont l'émission Histoire vivante que vous connaissez sans doute, à la radio et à la télévision, est de mon point de vue un bel exemple. Au-delà des programmes, le travail de mémoire contemporaine de la RTS s'exprime aussi à travers ses archives, entièrement restaurées et numérisées, aujourd'hui mises à la disposition du public et aussi des chercheurs, évidemment, de diverses manières. Ce précieux patrimoine audiovisuel s'est constitué grâce à une relation vraiment étroite qui s'est tissée au fil du temps entre la RTS et sa région, un temps ancien pour la radio, un peu moins long pour la télévision et très récent pour les plateformes interactives. Mais dans tous les cas, nous essayons de proposer des repères qui aident le public à partager une réalité culturelle, politique, socio-économique parfois fort complexe. En ce sens, nous nous réjouissons beaucoup d'être associés à cette première édition des rencontres, notamment via Espace 2, notre chaîne culturelle. Nous espérons que ce pari ambitieux se pérennisera pour devenir un rendez-vous régulier. Plein succès, cher monsieur, et longue vie aux rencontres. Merci beaucoup. J'appelle Madame Sandrine Salerno, conseillère administrative de la ville de Genève. Madame. Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, merci pour l'invitation, pour l'accueil. Et c'est vrai que c'est pour moi un très grand plaisir que d'être présente ici ce soir parmi vous. Un grand plaisir à double titre. D'abord parce que j'attends avec impatience la conférence de notre invité d'honneur, qui est une personnalité de la justice internationale qui a marqué son domaine d'action. Et puis un grand plaisir aussi parce que ces rencontres illustrent vraiment à merveille le chemin que l'université a pris de manière de plus en plus franche et décomplexée, j'ai envie de dire, sous le rectorat du recteur M. Vassali. Et je sais que c'est le chemin que l'université de Genève, mon université, puisque j'y ai été étudiante, va continuer à prendre, à savoir une université qui casse les frontières entre les différents savoirs, qui permet aux mondes académiques, au pluriel, de se rencontrer, de dialoguer, de discuter. Je pense que c'est une des forces de notre université, du rectorat actuel, du rectorat à venir, que de permettre, que de favoriser, que d'insuffler un élan de discussion entre les différents professeurs, chercheurs, que compte le monde académique pour avoir non pas uniquement une vision, mais des visions, des savoirs qui se parlent. Je pense que c'est essentiel. Et puis une université qui progressivement s'est de plus en plus ouverte à la cité, avec bien évidemment un travail au sein de ses murs, mais au sein de ces murs vers les autres. Et les autres, c'est notamment la ville, ses citoyennes, ses citoyens, les journalistes,
les personnes qui réfléchissent à Genève. Et c'est très important d'avoir un monde académique qui semble accessible, qui est accessible et qui s'ouvre et qui, sur la voie publique, sur l'espace public, on le voit dans le Parc des Bastions, on le voit de manière très franche en traversant encore récemment cet après-midi Unibastion, qui offre aux Genevoises et aux Genevois un espace de réflexion qui est à leur portée et qui leur permet de mieux comprendre ou de comprendre différemment le monde complexe dans lequel nous vivons. Sur une thématique qui est essentielle pour Genève, construire la paix. On sait que Genève est un des lieux, et vous l'avez dit, Monsieur Hannan, où depuis des décennies, on construit, on réfléchit la paix. Il y a New York, bien évidemment, si l'on pense au système onusien, mais il y a aussi Genève, avec cette richesse, cette particularité que nous avons à Genève, d'avoir autant d'organisations qui réfléchissent de manière sectorielle, concrète, pragmatique, les enjeux, les politiques globales qui touchent les citoyennes et les citoyens du monde. Et dans ces activités régulatrices de l'activité humaine, Genève a une place à part, une place que j'espère elle sera conservée au cours des années, un espace, une ville, un canton où les gens se rencontrent et imaginent des situations innovantes pour un monde qui a beaucoup changé depuis la fin de la guerre froide, avec de nouveaux défis, avec de nouvelles formes d'agression, de terrorisme, qui critiquent, qui questionnent la façon dont les États ont traditionnellement une mise en œuvre, une réflexion sur la gestion de la paix. Donc cette thématique de la paix à Genève, ces rencontres qui sont ouvertes au public, elles sont très caractéristiques de ce que Genève peut offrir, de ce que Genève sait faire, et c'était vraiment une très très bonne initiative, à la fois pour Genève, pour l'université, pour vos partenaires, mais aussi et surtout pour ce que ça signifie pour des milliards d'individus sur la planète. Donc merci vraiment de cette initiative. La parole est à Monsieur Antonio Rogers, conseiller d'État du canton de Genève. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général du CERN, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État, Madame la conseillère administrative, Mesdames et Messieurs les représentants de l'université, Monsieur le représentant de la radio-télévision suisse romande, estimado señor juez Guzman, Mesdames et Messieurs, vous avez choisi de titrer votre conférence « Construire la paix ». Construire la paix pour Genève, notre canton, notre République de Genève, est une vocation, est une longue histoire, à vrai dire. Et construire la paix, c'est tout d'abord considérer l'aide aux victimes. On ne peut pas construire la paix sans considérer l'humanité dans chaque personne qui souffre notamment des méfaits de la guerre. Et c'est pour cela qu'en 1864, déjà, là où siège encore aujourd'hui notre gouvernement et notre Parlement, se signèrent les premières conventions de Genève, acte fondateur de la Croix-Rouge, qui, par sa vocation internationale, est venue et vient encore en aide à des victimes de par le monde. Construire la paix, c'est donc aider et considérer l'humanité de chacun, puisqu'il n'y a pas de paix sans respect des droits humains. Pour Genève, construire la paix, c'est offrir un espace de dialogue. Ça a été dit par M. Kofi Annan. Genève a une longue tradition. Depuis 1874, dans la même salle, la salle de l'Alabama, se signèrent des conventions autour d'un différend international ces conventions qui permirent d'éviter le conflit armé entre deux nations et qui, par la mer, marquèrent cette vocation de Genève pour résoudre le conflit par le dialogue, par la négociation, par les rencontres. On l'a encore vu récemment au niveau des rencontres entre les États-Unis et l'Iran dans l'arc lémanique, à quel point notre petit territoire offre ce type de prestations, ce type de possibilités fondamentales, car
construire la paix, c'est dialoguer. Enfin, et c'est le sujet de la conférence de ce soir, construire la paix passe par la justice. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans réparation des torts commis. Et là encore, notre canton et notre pays est actif de manière forte au niveau international pour aboutir à un système au niveau planétaire où les crimes d'une certaine gravité, les crimes qui ne peuvent plus être gérés par la justice normale du pays où ils sont commis, que ces crimes ne fassent pas l'objet d'une impunité. Certains crimes sont d'une telle ampleur qu'ils sont un crime contre l'humanité, c'est-à-dire un crime contre tous, contre la communauté humaine. Et là, c'est un hommage particulier que j'aimerais rendre au juge Guzman, mais également, plus récemment, et encore hier à la justice genevoise, qui a confirmé dans sa cour d'appel la condamnation du chef de la police guatémaltèque de l'époque sur l'assassinat de plusieurs personnes dans le cadre de ses fonctions. La justice n'a pas de frontières, car la construction de la paix n'a pas de frontières. Et c'est sous ce signe que je félicite l'Université d'avoir placé ces rencontres, car elles sont, comme je vous le disais, dans le droit fil de notre tradition. Et c'est avec un grand honneur que le Conseil d'État salue cet événement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Je passe le micro à Monsieur Rolf Hoyer, qui est le directeur général du CERN. Monsieur, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir, mais peut-être vous demandez à vous-même la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Un physicien des particules, sur le rencontre histoire est cité, parlait particulièrement de l'ouverture du festival Construire la paix. Well, now I switch to English in order to leave you not alone to talk to in English. Well, that's my excuse. Well, this particle physicist is the Director General of CERN, and CERN is intimately connected to this city, the Cité. It's making scientific history, and it's bridging cultures, bridging nations, showing that science can help making peace. Let's first talk about history. CERN recently made scientific history with the discovery of the mechanism that gives fundamental particles their mass, along with the now famous Higgs boson. You might ask, what does it interest me? Well, it should interest you, because that's the physical basis why you can exist. So be thankful to us. But it's not for that reason that I'm here. I'm here because the language of science is universal. And that means there's no stronger language than science for diplomacy and science for peace. And the best example, I think, is the foundation of CERN in the early 50s. Imagine Europe in ruins in 1949, a handful of visionary scientists and a handful of visionary diplomats came together with a conviction that Europe can get out of these ruins by crossing borders of countries which were beforehand not on ease with each other. And it took 5 years for the foundation of CERN. And now we are here, 60 years after, and it's still our conviction that science is a language for peace. Unfortunately, that story goes on. Last month, I had the pleasure to visit one of the most remarkable laboratories in the world. I'm not speaking about CERN, remarkable though my home laboratory most certainly is. I mean Sesame. Sesame is a light source, or will be a light source, a laboratory in the Near East. It was established, like CERN, as a regional laboratory designed to provide a focal point for scientific excellence.
And like CERN, it's an international organization bringing scientists from around its region together to pursue shared aims. And like CERN, its founders dreamed of leveraging science diplomacy as a vehicle for peace in a troubled region. At this point, however, the parallelism ends. CERN is here in Geneva, and when it was founded, its member states were at peace with each other. They were not necessarily at ease with each other, but they were at peace with each other, albeit that with the Second World War still fresh in people's minds. Sesame is just north of Amman in Jordan, and its members are Islamic countries, as Israel are the Palestinian authorities. And this is a miracle, isn't it? And many of its members, as you know, are still in a state of conflict. The science is very different too, with Sesame being a laboratory for applied science across many different disciplines. But when you are there, you can't help but feel hope. At Sesame, people from the region are coming together to develop capacity while the laboratory is under construction and to prepare experiments that will improve the human condition in fields as diverse as archaeology and medicine when it opens for science next year. The CERN and Sesame are two examples. And we heard from Kofi Annan how many troubles we have in the world today. So CERN and Sesame are two droplets which bring maybe some hope. And my message today is I think we need more of such droplets to show to people if you want to work together, if you want to get together, you can do it. That's the main message. So perhaps it's not so strange that a particle physicist is here today. CERN is honored to support this groundbreaking event, and if you'd like to know more about CERN, more about the web which was born at CERN and its influence on peace, or the role of science diplomacy, there are sessions on both of such topics on Friday morning, and I encourage you to go there because there are some quite interesting stories which will be told there. So thank you very much for this initiative. Thank you very much for the invitation. Create more of such droplets. Bien, alors je reprends la parole quelques instants. D'abord pour exprimer toute ma reconnaissance au nom de la direction de ce festival, à toutes les institutions, les organisations, les fondations qui nous ont soutenus quand ce projet n'en était encore qu'au stade du rêve et qui nous ont fait confiance, qui ont cru en notre idée et qui nous ont permis d'être ici ce soir. Donc derrière moi s'affiche, vous pouvez le voir, l'ensemble de nos partenaires et généreux donateurs que je remercie. Je remercie également plusieurs fondations qui ont souhaité rester anonymes mais qui n'en ont pas moins joué pour nous un rôle capital par leur aide et leur générosité. Je souhaite également exprimer toute notre reconnaissance au rectorat de l'université et à monsieur le recteur en particulier, qui, dès le départ, dès la première fois que nous avons évoqué ce projet un peu fou, y a cru et a tout fait pour faciliter sa mise en place. Exprimer aussi ma reconnaissance à tous ceux qui, à un niveau plus opérationnel, nous ont permis de réaliser ce festival, notamment toutes les personnes de l'université, du rectorat, qui se sont personnellement investies dans la lourde, très lourde préparation de cet événement, notamment le service de la communication et la passerelle, le service d'activités culturelles et le service des bâtiments, logistique et sécurité qui a vraiment été formidable. Je remercie aussi tous ceux qui, au DIP, se sont mobilisés pour que cette manifestation soit un succès et je n'oublie pas non plus les quelques 120 bénévoles qui vont permettre que ce festival se déroule au mieux. Enfin, ma reconnaissance la plus grande va à tous les collaborateurs de la Maison de l'Histoire qui ont travaillé sans relâche à la préparation de cet événement, sans compter leurs heures, ont connu parfois des grands moments de tension, de fatigue, mais les ont surmontés pour nous permettre de vivre ces 3 journées que j'espère intenses. Sans eux, je sais bien que rien n'aurait été possible. Je remercie vivement mes 2 collègues et complices, Micheline Louis-Courvoisier et Françoise Brigel, co-directrices de ces rencontres qui, à mes côtés, durant ces 3 années de préparation, ont travaillé à faire que ce projet puisse naître et devenir réalité. Enfin, last but not least, je souhaite tout spécialement remercier ici, publiquement, devant vous, Madame Martine Ordan, notre chef de projet,
Sans elle, sans son énergie, sans son opiniâtreté, tout cela n'aurait tout simplement pas pu être réalisé. Merci Martine. Où est-ce qu'elle est ? Alors pourquoi donc un festival d'histoire à Genève? Quelle drôle d'idée. Pourquoi donc le premier festival d'histoire en Suisse? Alors, comme l'a rappelé monsieur le recteur tout à l'heure, en 2008 a été fondée dans notre université, à l'initiative du rectorat, donc, une maison de l'histoire, c'est-à-dire un centre qui a pour mission de regrouper les historiens de l'université dispersés dans leurs facultés et dont l'une des missions consiste à ouvrir un dialogue entre la communauté universitaire et la cité autour des questions d'histoire et plus généralement de sciences humaines. D'où d'ailleurs le titre de ce festival, Histoire et Cité. Il nous est apparu que la Maison de l'Histoire pouvait constituer un catalyseur en quelque sorte pour créer une manifestation historique de grande ampleur à Genève, créer ainsi un événement dont l'ambition à terme est de s'inscrire dans le paysage culturel européen. Quant à l'idée du festival d'histoire en tant que tel, nous l'avons emprunté, pourquoi le nier, à nos amis des Rendez-vous de l'Histoire, qui depuis une quinzaine d'années maintenant attirent en France, dans la bonne ville de Blois, des centaines d'historiens et des dizaines, et un public aussi nombreux que passionnés, souvent des dizaines de milliers de personnes. Les gens de Blois nous ont fait tout de suite confiance, ils étaient vraiment heureux que quelque chose se dessine ailleurs qu'en France, et je remercie ici tous nos amis des Rendez-vous de Blois. Alors les historiens sont souvent très forts, bien sûr, pour prévoir le passé. Doivent-ils être définitivement rangés dans la catégorie des gens poussiéreux qui s'intéressent au passé surtout pour échapper au présent, ou bien au contraire doivent-ils être au plus près de la société pour y faire entendre leur voix? Les pouvoirs dominants dans la plupart des pays totalitaires, au XXe siècle notamment, ne s'y sont pas trompés, eux qui considéraient les historiens comme des gens dangereux et pensaient que l'histoire devait toujours être sous contrôle. Ils avaient bien compris que l'histoire peut être aussi la matière première de l'idéologie. Dans nos sociétés contemporaines qui doutent de leur avenir et qui subissent souvent la tyrannie de leur mémoire, les historiens se retrouvent de plus en plus au cœur des débats, on le voit bien avec la manie des lois mémorielles et des grands événements commémoratifs qui scandent désormais la vie publique et dont les répercussions sur la vie politique peuvent parfois être considérables. Nous avons par exemple commémoré la semaine dernière la capitulation de l'Allemagne nazie, dans un consensus à peu près général, du moins en Europe de l'Ouest. Mais cette commémoration a été aussi l'occasion pour une historienne allemande inconnue, Myriam Gebhardt, de provoquer un débat sur l'ampleur des viols de masse commis par les armées américaines, françaises et britanniques sur le territoire allemand en 1945. Ampleur que l'on croyait jusqu'alors être le seul fait des troupes soviétiques. Les questions qu'elle pose relancent évidemment la question des violences commises sur les populations, y compris par les armées de libération, ou celles censées maintenir la paix sur différents théâtres d'opération. Donc les historiens écrivent et racontent l'histoire, mais moi je trouve qu'ils sont surtout bons quand ils font des histoires, justement. Et elle fait une histoire, elle crée un problème. Pour le dire autrement, pour pouvoir soulever ces questions et quelques autres, les historiens doivent toujours être vigilants, poser les questions qui parfois dérangent, nous faire vaciller dans nos repères. Le médiéviste Patrick Boucheron, qui interviendra dans un débat demain matin, a ainsi pu dire que l'histoire ne vaut que si elle est un peu déplaisante. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous ferons tout pendant ces 3 jours pour vous rendre les choses déplaisantes, enfin vous voyez l'idée. Les historiens ici présents donc essaieront de montrer, chacun à sa manière, que les réalités sont toujours plus complexes que ne semblent le dire les discours simplistes et que les solutions ne se résument jamais à désigner des boucs émissaires, à lancer des slogans réducteurs du type « Yaka ». Celui qui est certain se trompe certainement, comme disait Bertrand Russell. Car nous savons bien que les idées générales ne sont ni vraies ni fausses, ni justes ni injustes, elles sont tout simplement creuses. L'histoire, hélas, ne nous préserve jamais du pire. Mais comme l'écrivait Tocqueville, quand le passé n'éclaire plus le futur, alors l'esprit marche dans les ténèbres. Espérons que ce festival d'histoire sera comme une vague lueur, une petite lumière qui nous permette, sinon de mieux appréhender les réalités d'hier et d'aujourd'hui, du moins d'en cerner au mieux les enjeux.
Construire la paix. Clémenceau, le chef du gouvernement français en 1918, disait qu'il était facile de faire la guerre, mais qu'il était bien plus difficile de construire la paix. La formule est connue. Il savait de quoi il parlait, lui qui imposa des conditions très dures à l'Allemagne, le fameux diktat de Versailles, dont on peut penser qu'il fut en partie à l'origine, sinon du second conflit mondial, du moins de la montée du nazisme. Construire la paix est décidément encore plus difficile que ne le pensait Clémenceau lui-même. Faire la paix après la guerre, faire la paix après le massacre, après le génocide, c'est parfois créer de l'espoir, mais c'est aussi obliger les populations à gérer des traumatismes collectifs et individuels, à s'extirper de la sidération devant le déferlement de la violence, survivre avec du ressentiment, parfois source de conflits futurs, subir parfois l'exil. Construire la paix, c'est aussi, et là nous pouvons nous en faire gloire, l'un des objectifs que la ville de Genève s'est fixé depuis longtemps, en favorisant par tous les moyens le dialogue, la négociation, la discussion, comme cela a été rappelé par plusieurs intervenants précédents. La paix, c'est une formule un peu facile, mais c'est un peu l'ADN de Genève. Il était donc assez naturel que le thème général de ce premier festival d'histoire constitue une réflexion globale autour des chemins, souvent difficiles, parfois insatisfaisants, qui permettent de construire la paix, évoquer les échecs, mais aussi les réussites, car il y en a quand même eu quelques-unes, heureusement. La paix, c'est aussi introduire de la justice dans le rapport social pour le rendre acceptable, justement, notamment après la guerre civile, après l'expérience de la dictature. Que le juge Guzman ait accepté notre invitation à venir depuis le Chili parler pour nous, à Genève, de la justice et de la démocratie dans son pays, et pour moi et pour toute l'équipe de la Maison de l'Histoire, une source de grande fierté. Je le remercie chaleureusement d'avoir entrepris un si long voyage. Le juge Guzman n'est pas un historien, c'est un acteur de l'histoire qui fit il y a quelques années la une des journaux dans la presse internationale en déclenchant au Chili même des poursuites judiciaires contre le dictateur Augusto Pinochet qui passait une retraite à peu près insouciante. De ce point de vue, il a joué un rôle historique en remettant en cause l'immunité dont bénéficiaient jusqu'alors les anciens chefs d'État et en faisant appliquer le principe de la compétence universelle. Le juge Guzman est issu d'une famille de philosophie plutôt conservatrice. Lui-même a fait des études de droit, à Paris notamment, où il rencontrera d'ailleurs son épouse. C'est ce qui explique, je suppose, la qualité de son français. Et au moment du coup d'État de 1973, il est donc jeune juge en province et dit lui-même ne pas avoir perçu tout de suite l'aspect violemment répressif de la nouvelle dictature. Il est donc nommé par le régime juge à la cour d'appel de Santiago, et c'est là qu'il découvre l'ampleur des crimes commis. Après le retour de la démocratie au Chili, le juge Guzman enquête sur les disparus, victimes de la répression, et lance en 2000 des poursuites judiciaires contre l'ancien dictateur. Commence alors un véritable combat judiciaire et politique. Le juge Guzman parviendra par 5 fois à placer le dictateur en résidence surveillée, mais il échouera néanmoins à le traduire devant un tribunal. Cette situation, d'ailleurs, traduit sans doute la division même des Chiliens face à l'héritage de la dictature. Donc, avant de donner la parole au juge Guzman, je voudrais vous rappeler que le film intitulé « Le juge et le général », qui raconte cette histoire, justement, sera projeté donc à la salle Arditi à 21h et qu'il sera suivi d'un débat avec le juge Guzman lui-même, mais aussi l'un des réalisateurs du film, Patricio Lanfranco. Je vous remercie tous. Déclare donc officiellement ouverte cette première édition des Rencontres de Genève, Histoire et Cité, et je passe la parole à Juan Guzman Tapia. Merci beaucoup. Cher Monsieur le recteur, cher
Monsieur ex-secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, prix Nobel de la paix, Monsieur conseiller d'État, Madame conseillère administrative, Monsieur le directeur des rencontres, Monsieur directeur de télévision suisse, chères autorités du pays, de l'université, chers professeurs et élèves, chers amis. C'est l'âge. Le Chili est un pays dans lequel les habitants ont été traditionnellement reconnus comme accueillants, pacifiques et hospitaliers, jouissant d'une réputation marquée par une mentalité respectueuse de la loi et de la démocratie. Cependant, la violence s'est manifestée tout au long de son histoire. Durant la domination espagnole, une guerre permanente s'est installée entre le royaume espagnol, avide de conquêtes vers le sud, et le peuple mapuche, qui a maintenu sa frontière inexpugnable et a empêché les troupes royales d'avancer. Auparavant, le peuple mapuche avait résisté héroïquement aux Incas. Au XIXe siècle, deux guerres contre le Pérou et la Bolivie se produisirent, ainsi que quelques conflits intérieurs et parmi eux, une guerre intermittente contre une partie importante du peuple mapuche. Cette guerre fut dénommée la pacification d'Arauco. Ce fut une guerre qui se prolongea de dizaines d'années, au cours desquelles des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards furent victimes d'un génocide que les historiens passent sous silence. Au cours du XXe siècle, les principaux conflits eurent pour but principal celui de museler les manifestations sociales et les grèves. Le plus emblématique eurent lieu en 1903, en 1905, en 1917, en 1925, où des milliers d'ouvriers, de travailleurs ont été assassinés. Plus de 20 000 travailleurs. Ces événements ne furent que de simples anticipations de ce qui arriverait au Chili avec la chute du gouvernement socialiste du président Allende et les conséquences qui en résulteraient. À partir de 1938, la politique de répression s'atténua, ce qui valut au Chili la réputation d'un pays rangé, démocratique et calme. En matière sociale et politique, le progrès fut évident. 3 gouvernements des radicaux se sont succédés de 1938 à 1952, améliorant les niveaux de l'éducation publique, de la médecine et de la sécurité sociale, le développement de l'industrie, de la construction et en général des droits économiques et sociaux. La politique sur laquelle la haute bourgeoisie avait mainmise
se démocratiser peu à peu et les partis du centre commencèrent à jouir une influence déterminante. Grâce à cela, la politique devint plus transparente, étant donné que l'intérêt prioritaire était le bien-être des classes moyennes et basses, bien plus que l'intérêt personnel des politiciens, des politiques. De plus, l'échafaudage constitutionnel de l'époque favorisait à tous les représentants des partis à accéder au pouvoir dans la mesure où leur force politique le leur permettait. C'est ainsi qu'un sénateur du Parti socialiste, le docteur Salvador Allende, se présenta à 4 reprises à la charge de président de la République et fut élu en 1970. Ainsi commença sa saga à travers les méandres d'une politique scabreuse qui allait coûter au pays la pire fracture politique de l'histoire et au président sa vie. Salvador Allende a commencé sans retard à réaliser son programme de gouvernement, une importante réforme agraire, la nationalisation du cuivre, l'intervention de plusieurs industries, l'introduction d'une réforme d'éducation importante, etc. Mais peut-être qu'une de ses plus graves erreurs fut d'avancer trop tôt, trop rapidement. Après 3 ans du gouvernement, un coup d'État soutenu par Nixon, Kissinger, la droite chilienne et d'autres pouvoirs séditieux, exécuté par les forces armées, cingla son gouvernement et mit en pièces la démocratie au Chili. Comme le signala Simon Collier et William Satter dans leur histoire du Chili de 1808 à 1994, la main de fer qui fut la répression a frappé immédiatement après le coup d'État. Le Congrès a été fermé. Les partis de l'unité populaire furent interdits. D'autres déclarés suspendus jusqu'en 1977 lorsqu'ils ont été déclarés interdits. Pardon. Un strict couvre-feu qui dura plusieurs années fut établi. Les journaux et les revues de gauche disparurent des kiosques. L'administration fut soigneusement dépurée. De l'étape initiale du régime, pratiquement toutes les institutions nationales importantes furent confiées aux officiers de l'armée. Des recteurs désignés en uniforme furent nommés à la tête des universités, purgés aussi minutieusement. Du jour au lendemain, l'atmosphère au Chili fut transformée. Tout d'abord gouverna une junte militaire composée de 3 généraux et d'un amiral. Plus tard, ce fut avec le titre de président de la République et de commandant en chef des forces armées qui gouverna le général Auguste Pinochet. Durant cette période, des centaines de milliers de détentions illégales se produisirent. Le Stade national de Santiago devint l'emblème de l'incarcération, de même que d'autres campements,
tout au long du pays. Il y a eu plus de 3100 assassinats, plus de 1200 disparus, plus de 28 000 torturés, des centaines de milliers d'exilés, des personnes ayant perdu leur travail et perquisitionnés. Les assassinats et la torture s'étendirent même à d'autres pays, comme on le sait bien. Parallèlement fut promulguée une constitution politique qui instaura une économie d'État néolibérale portant préjudice aux droits culturels, économiques et sociaux. Reléguer ces droits-là au rang d'un espoir, tandis que la propriété privée, à tous ces niveaux, devint le droit humain par excellence. De son côté, le général Pinochet fit un mauvais calcul. Il avait établi dans sa constitution qu'après de longues années au pouvoir, serait organisé un plébiscite au moyen duquel le votant confirmerait président de la République, le général Pinochet, pour une période supplémentaire de 9 ans. C'est ainsi que le 5 octobre 1988 eut lieu un plébiscite qui perdit, étant donné que le non obtint 54% des voix et le oui 43%. On peut dire qu'à ce moment, la période de transition vers la démocratie commençait. Il faut signaler qu'une transition vers la démocratie est une période durant laquelle certains jalons sont atteints qui permet qu'un pays soumis à la dictature puisse sortir et s'acheminer vers une démocratie. Ce parcours peut consister en la réalisation des plébiscites, d'une nouvelle constitution, d'amnistie, d'une justice transitionnelle, des dédommagements, des rapports sur la mémoire, des mémoriaux, des lois, des points finaux, etc. Il est important de rappeler que le plébiscite précédemment mentionné a constitué une condition sine qua non pour l'élaboration du processus vers la transition. Durant la dictature, en avril de 1978, fut promulgué un décret-loi d'amnistie destiné à établir l'impunité relative aux crimes perpétrés par ses agents au cours des 5 premières années. Cependant, il ne fut en réalité qu'une auto-amnistie dont le but était simplement favoriser d'impunité un groupe. Donc, il est impossible d'affirmer que cette formule ait pu impliquer le franchissement d'une étape vers la transition démocratique. En ce qui concerne une nouvelle constitution politique, le chemin à parcourir est très confus. C'est même devenu un slogan permanent des candidats à la présidence de la République, dont il ne se souvient que durant
leur campagne électorale. En pleine dictature, l'année 1980, la junte militaire au pouvoir a promulgué une grande carte destinée à reformuler les institutions gouvernementales, rendant immuables comme le granit pour la préservation exagérée des valeurs nationales et politiques. Cette charte a été amendée à plusieurs reprises, mais sans toucher l'essentiel, raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'une nouvelle constitution ait été promulguée, ni que les réformes apportées aient pu constituer une étape vers la transition. Je vous prie de m'excuser. L'étape de rapport de mémoire, en ce qui concerne l'étape de rapport de mémoire, la progression a été bien supérieure, étant donné que, depuis la fin de la dictature et durant 2 gouvernements démocratiques, 2 rapports de mémoire ont été élaborés. Le premier, sous le mandat du président Patricio Aylwin, appelé rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, et l'autre, durant le gouvernement de Ricardo Lagos, appelé rapport de la Commission nationale sur prison politique et la torture. Leur objectif fondamental est que seulement sur la base de la vérité, il sera possible de satisfaire les exigences fondamentales de la justice et créer les conditions indispensables pour atteindre une authentique réconciliation nationale. Il est vrai que seule la vérité pourrait rétablir la dignité des victimes dans la conceptualisation publique, faciliter aux familles et aux proches la possibilité de leur rendre hommage comme il se soit et permettre la réparation autant que possible du mal causé. Le premier de ces rapports révèle la façon détaillée de la détention, le séquestre, les agissements des agents de l'État face à la mort ou à la disparition des victimes. Et le second est une liste d'environ 28 000 témoignages qui furent considérés valables par la commission respective. Tous deux permirent de connaître la vérité sur tant de crimes et de violations des droits de l'homme et de réhabiliter les victimes en tout honneur et dignité. De même, ils ont servi de base pour les enquêtes judiciaires et pour réparer tant bien que mal le dommage causé. Il faut donc considérer le travail de commission mentionné et leurs rapports respectifs comme le franchissement d'importantes étapes vers la transition. La justice transitionnelle, en principe, devrait représenter l'une des étapes les plus importantes. Certains considèrent qu'il ne faut pas recourir à la justice à la suite d'une période critique en échange d'une transition pacifique consensuelle. D'autres estiment qu'il est fondamental qu'il y ait des jugements seulement manière d'obtenir la paix sociale, seule manière
d'atteindre la paix sociale. Finalement, il y a ceux qui optent pour une justice plutôt symbolique. Pendant longtemps, il fut considéré plus prudent qu'il n'y ait pas de jugement criminel pour ceux qui furent les responsables principaux des pires crimes à condition qu'ils abandonnent le pouvoir et les postes qui leur permettaient de commettre ces délits. Parlons quelques mots des crimes commis pendant la dictature. Durant la dictature, les membres des tribunaux supérieurs refusaient plus de 10 000 recours d'habeas corpus, plus de 10 000 pétitions d'habeas corpus relatives aux personnes disparues. Ils s'approuvaient en même temps l'acquittement pour des crimes commis par des agents de l'État et autorisa la justice militaire à utiliser leur statut d'immunité comme bouclier protecteur. Durant les premières années des gouvernements élus démocratiquement, il y a eu 2 mises en accusation et condamnation de 2 agents d'État mêlés à l'assassinat en Washington, D.C., de l'ex-chancelier du président Allende, Orlando Letelier, et d'une citoyenne des États-Unis. Plus tard, en 1998, une plainte criminelle contre le général Pinochet fut présentée pour des crimes de génocide, assassinat et torture. Cette plainte m'est arrivée. Après, des centaines de plaintes criminelles se sont présentées, suivies d'investigations et de condamnations correspondantes. Ainsi, peu à peu, l'activité juridictionnelle s'est rétablie et dans les cas qui suivirent, nous, les juges, nous sommes heurtés à l'amnistie de 1978, à des acquittements et à des prescriptions que les avocats des agents de l'État faisaient valoir. Chacune de ces tentatives fut récusée en raison de la stricte application de la loi et de la doctrine de procédure pénale. En ce qui concerne les crimes de disparition forcée, qui n'étaient pas encore incorporés à la loi pénale en vigueur, il fut considéré qu'il s'agissait de crimes de séquestre aggravé. Comme le séquestre est un délit continu, il perdure aussi longtemps que la victime est portée disparue, et la majorité d'entre elles continuent à l'être. Par conséquent, l'amnistie de 1978 n'était pas applicable puisqu'elle ne couvrait que la période s'étendant entre 1973 et 1978. Au sujet de la prescription pour ce qui est relatif au séquestre, la logique applicable fut la même que celle qui concernait l'amnistie. Ceci étant donné que le crime continuant à être perpétré, le facteur temps n'a jamais existé, raison pour laquelle les prescriptions sollicitées ont été refusées. Les acquittements qui avaient été prononcés auparavant et en vertu desquels les enquêtes judiciaires
avaient été paralysés furent annulés. Pendant ce temps, les avocats qui représentaient les victimes ou leurs familles firent valoir des principes internationaux ainsi que la non-implication des amnisties et de la prescription à propos de crimes d'humanité. Et peu à peu, ces doctrines-là commençaient à être appliquées dans les résolutions des tribunaux de justice. L'un des épisodes les plus importants fut celui de l'utilisation de la justice universelle par le juge de la Cour de justice nationale espagnole, Baltasar Garzón, conformément à l'article 23.4 de la loi organique du corps de la magistrature espagnole. Cette norme inclut le génocide dans la compétence des juges de cette cour. C'est ainsi que le magistrat précédemment nommé ordonna la détention du général Pinochet lorsque celui-ci était en voyage en Angleterre en 1998. Il a fondé, M. Garzón, il a fondé cette décision sur un ordre d'extradition à l'Angleterre pour que l'ex-dictature soit jugée en Espagne pour ce crime. Mais cet acte juridictionnel aboutit à la décision du Premier ministre anglais Jack Straw, qui décida que l'état de santé du général Pinochet ne lui permettait pas d'être jugé en Angleterre et autorisa son retour au Chili. Après son arrivée au Chili, son immunité d'ex-président de la République et de sénateur à vie lui fut supprimée. Il fut interrogé à plusieurs reprises. Il fut mis en accusation, mais finalement la Cour d'appel de Santiago et la Cour suprême adoptèrent une position politique à l'image de Jacques Straw et ils acquittèrent le général Pinochet pour raison de santé dans le jugement pour lequel il avait été accusé. Cependant, dans le contexte de ces procès, de nombreux agents d'État furent jugés et condamnés pour des crimes commis durant la dictature. L'application de la justice tant nationale qu'universelle a peut-être signifié un pas important vers la récupération de la démocratie. Mais il faudrait déterminer en quelle mesure. Avant de conclure cette intervention, je voudrais faire quelques considérations sur certains facteurs qui, à mon avis, surgissent constamment et poussent certains à agir irrationnellement. Thomas Hobbes affirmait que face à certaines situations et conditionnements, l'homme devient un loup pour l'homme, homo hominis lupus. En lisant l'histoire, en suivant les informations et en essayant de comprendre les causes de la violence, particulièrement au XXe siècle, il est très difficile de comprendre pourquoi autant de tyrans et ceux qui les suivent sont auteurs d'actes qui blessent profondément l'humanité. Quels sont les facteurs qui poussent les hommes à agir aussi gravement contre eux-mêmes? Dans le cas qui nous intéresse, si nous essayons d'analyser attentivement
Quels peuvent avoir été les facteurs psychologiques qui ont provoqué le coup d'État militaire de 1973? Je crois ne pas me tromper en signalant que ce furent l'avidité, la peur, le manque de tolérance et l'égoïsme. Ces conditionnements me semblent suffisants pour avoir réveillé ces lupus. L'avidité consiste en une cupidité à un degré superlatif. La peur est une perturbation angoissante de l'esprit face à un risque ou un préjudice réel ou imaginaire puisse se produire. L'intolérance est un phénomène dangereux qui conduit certains êtres humains vers la incompréhension et la haine quand ils n'acceptent pas les opinions et les croyances différentes des leurs et qui parfois entraînent des conséquences imprévisibles. Finalement, l'égoïsme peut-être est le facteur décisif. L'amour de soi immodéré et excessif qui privilégie la réalisation de l'intérêt propre sans se soucier de celui des autres. Une grande partie de la société chilienne, redoutant de perdre ces privilèges, le gouvernement des États-Unis du moment, veillant avant tout à ses intérêts et certaines coteries politiques et militaires face à des situations susceptibles d'être corrigées à travers le système démocratique même, firent prendre au pays le virage qui déterminait la faillite de sa légalité. Je pense que ce même conditionnement ont incité les juges des tribunaux supérieurs du pays à permettre la rigueur de la répression exercée, l'avidité pour conserver leur charge et leur pouvoir législatif, leur pouvoir superlatif. La peur consistant en la crainte imaginaire d'une possible justice populaire et le risque de perdre leurs privilèges. Le manque de tolérance de la part de ceux qui eurent la faculté de rendre justice et qui ont choisi de ne pas la rendre face à ceux qui pensaient différemment. Et finalement, l'égoïsme de se protéger eux-mêmes plutôt que ceux qui présenteraient clamant leur désir de justice. Simultanément, des pétitions économiques commencèrent, suivies d'une accumulation de réponses favorables du gouvernement totalitaire pendant que le recours d'habeas corpus était refusé. Les causes pour assassinat et disparition forcée étaient classées à la suite des enquêtes superficielles et de nombreux procès étaient dérivés à la justice militaire et oubliés. En concluant, je pense que nous pouvons référer, je vais répéter, je pense que nous pouvons nous référer à l'histoire de l'11, ce qui pour les Chiliens signifie l'11 septembre 1970, comme le résultat d'une grande polarisation politique qui a couvé dans le pays durant de longues années dans le contexte de la guerre froide.
une polarisation qui s'est installée et n'a pas permis la continuité des gouvernements de centre, en raison, à mon avis, de l'avidité, de la peur, du manque de tolérance et de l'égoïsme, qui sont des mauvais conseillers en matière juridique, sociale et politique. La promulgation d'une constitution en béton armé a radicalement modifié le cap de la structure économique du pays, proche d'une démocratie sociale vers un néolibéralisme insensible, accentuant les différences économiques et sociales. Maintenant que nous sommes dans un contexte plus démocratique, nous nous posons la question de savoir si les différentes étapes vers la transition ont été franchies et si finalement nous sommes arrivés à une véritable démocratie. Par exemple, le seul fait qui nous gouverne, une constitution engendrée par la dictature implique la manifestation évidente de notre actuelle impuissance à nous dégager de ces amarres. Certains affirment que beaucoup d'entre nous désirons une constitution à notre mesure. C'est possible, bien que je pense que les motivations qui poussent à souhaiter une charte est notre conviction qu'elle serait le produit d'un processus politique destiné à avancer vers une authentique démocratie. D'autre part, les droits humains, sociaux, économiques et culturels ne sont pas protégés constitutionnellement, raison pour laquelle les inégalités se creusent au sein de notre société. Un autre sujet très important qui a été laissé de côté est celui qui concerne les droits des peuples originaires. En effet, on légifère peu et timidement, les préjugeant et un conflit historique persiste sans qu'il y ait la moindre volonté d'un progrès tangible. D'autre part, la différence dans la manière de traiter ces peuples est immense. Les exemples se comptent par des milliers. Qu'il nous suffise de signaler que durant le gouvernement en démocratie, lors de la réalisation de méga-projets pour l'exploitation des mines, de la cellulose, des centrales hydroélectriques, l'environnement des peuples originaires a été dramatiquement atteint par la pollution de leurs eaux et de leurs terres et par la contamination de leur air. Leur c'est un trava-lenguas, leur cosmogonique est également détérioré. En espagnol, c'est 1000 fois plus facile. La discrimination face à la justice est aussi importante, par exemple, à travers l'application spécifique dans le cas de Mapuche de la loi de conduite antiterroriste, loi qui n'est pas la même au nord du Biobío, du fleuve Biobío, c'est-à-dire pour la majorité des Chiliens, que pour le même délit quand il s'agit des Mapuches qui sont poursuivis. De plus, pour maintenir les Mapuches à l'écart de la société, il est habituel de fabriquer des montages
suffisamment pernicieux en ce qui concerne leur éventuelle participation et de nombreux délits communs. Dans cette exposition, je me suis principalement référé à la vérité et à la justice qui sont, à mon avis, les premiers jalons significatifs de la transition. Maintenant, je pourrais conclure, en ce qui concerne la vérité, qu'un travail ardu et méticuleux a été réalisé avec succès. Par rapport à la justice, on peut signaler qu'un grand effort a été fait grâce à un engagement considérable de certains juges destinés quasi exclusivement à ces causes pour des violations à des droits de l'homme. Reste cependant en suspens la réponse à la question suivante. Peut-on considérer que le processus de la transition vers la démocratie est totalement accompli ou bien que cette étape n'a été pas franchie que partiellement? Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. J'aurais dû parler en espagnol. Merci beaucoup. On va prendre deux questions. Oui. Alors, le principe de ces rencontres, c'est d'imaginer un dialogue entre les orateurs et la salle. Le juge Guzman a fait le voyage hier entre le Chili et Genève et il souhaite ne prendre que 2 questions pour ce soir en tout cas, mais il sera présent au débat qui suit donc la projection du film tout à l'heure, donc à la salle Arditi. Donc je prends maintenant 2 questions, pas plus. S'il y en a. Une question. Bonsoir, Monsieur Guzman. Je m'appelle Flore Calfunao Payalev. Je viens de la communauté Mapuche, que vous avez visité plusieurs reprises au Chili. Et je suis en requérant d'asile ici à Genève depuis 2008. Ma question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez, pensez-vous que le Chili tant qu'il peut s'appeler un pays démocratique tant qu'il ne respecte pas le droit des peuples autochtones, dans ce cas le peuple mapuche, l'application de la loi antiterroriste, maintenant ils ont changé un peu, mais il y a l'application de la loi extérieure de l'État, et puis les processus d'investigation des Mapuches, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes qu'un citoyen chilien. Un Mapuche, ce n'est pas l'application de la loi, ce n'est pas pareil. Alors qu'un exemple, il y a quelqu'un, un Chilien, qui pourrait commettre un délit. Merci. Un délit. Et puis si un Mapuche elle est soupçonné de quelque chose, elle passe le temps en prison tant que le Chilien, tant qu'il n'est pas coupable ou innocent, il reste en liberté. Mais les Mapuches, et des fois ils sont 2 ou 3, c'est le cas de ma famille, de mon neveu, il a eu au moins 60 jugements, il est sorti innocent. Et la plupart on va peut-être laisser la parole, la réponse à M. le juge Guzman, s'il vous plaît. Oui, voilà. Peut-être parler dans le micro. D'accord. Merci beaucoup de votre question. Et je suis emphatique à affirmer qu'on n'a pas atteint
la démocratie encore. On est encore dans une voie de récupérer ou d'avoir plutôt la démocratie. Je pense qu'au Chili, les gens ont été très gentils avec nous en disant qu'on était démocratique, quand vraiment l'histoire a démontré tout le contraire. Le génocide du peuple mapuche est un exemple de que l'égalité vis-à-vis la loi n'existe pas. Ça n'existe pas au Chili. Si vous voulez, les Mapuches ont la même sort que la plupart des gens du Chili qui n'ont fait pas des études universitaires, qui essayent d'avoir un petit travail à Santiago, à Concepción, à Valparaíso, dans des grandes villes, pour subsister. Où finalement il faut habiter Providencia, Las Condes ou Ñuñoa pour être accepté à n'importe quel travail. La inégalité est terrible. C'est un des pays du monde où l'égalité est la plus surprenante, gigantesque. Vis-à-vis le peuple mapuche, c'est la même situation des autres peuples originaires du Chili. Mais le peuple mapuche, par tradition et par histoire et par génétique, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple d'un énorme courage qui n'a été jamais vaincu. Ça, c'est vrai chez eux. Mais malheureusement, l'histoire est longue et les politiciens promettent toujours qu'il aura la légalité dont le peuple mapuche et tous les autres ont besoin. Mais c'est un problème dont on parle pendant les élections et finalement, quand ils sont présidents ou présidentes, ceux qui ont promis la continuité de cette lutte pour l'égalité oublient tout. Et finalement, il devient de la même mentalité de ses prédécesseurs. C'est-à-dire, s'il y a un président d'extrême droite, il va être naturellement contre les Mapuches, parce que c'est un danger pour le statut actuel. Mais celle-là ou celle-ci qui est de centre-gauche ou de gauche va devenir de droite quand il sera au pouvoir vis-à-vis le Mapuche et vis-à-vis les terres que les Mapuches ont besoin. Et une chose qui m'a frappé terriblement a été quand il s'agit de méga-projets, comme je parlais tout à l'heure. Là, les Mapuches peuvent avoir par un moment la parole, mais ils n'auraient jamais la décision, comme la Constitution actuelle l'établit. Une autre question là-bas ? Oui, merci beaucoup. Sans vouloir évoquer ces anciens systèmes d'État, ces anciens qui existent dans plusieurs pays, où ça devient un fonds de commerce, l'ancienne doctrine, l'ancien système, j'aimerais bien vous poser une question sur le rôle des commissions de vérité et de justice de nos jours. Quel rôle voyez-vous qu'ils peuvent jouer pour l'instauration de la vérité ou rétablir la justice? La dernière partie pourrait être répétée. Oui, la commission sur la vérité et la justice. Commission vérité et justice. Oui. Le rôle qu'ils peuvent jouer pour rétablir la justice et instaurer la vérité. Merci beaucoup. Pour moi, comme juge, le rôle, la première commission de vérité et de justice et de réconciliation a été
le rapport présenté par Monsieur le Président Elwin. Pour moi, comme juge, ça a été d'une énorme utilité. Excusez-moi d'être utilitaire pour faire cette réponse, mais j'ai obtenu une information considérable et très riche des rapports de ces rapports-là. J'ai eu le nom de plusieurs victimaires, les noms de toutes les victimes, quels étaient les faits, quels étaient les crimes qu'ils avaient commis, quels étaient à quel groupe il appartenait. Enfin, c'était très important pour pouvoir après arriver à avoir une espèce de map, une espèce de carte pour pouvoir connaître la vérité. C'était important. Mais aussi en étant pratique, pas très content parce que je pense qu'il y a eu des indemnisations pour les parents ou même pour des gens qui ont été des victimes de la répression. Ce papier-là a été aussi important. Ici, nous sommes dans un pays où on sent que les gens ont moins de problèmes économiques que dans le reste du monde. Et si on voit les gens au Chili, on se rend compte que les gens au Chili sont tous malheureux. Les gens qui ne sont pas malheureux sont loin ou dans leur voiture, mais qui n'arrivent pas au centre de la ville. Et si on se demande que se passe-t-il au Chili, c'est simplement qu'on a tous besoin d'un petit peu plus d'argent. Et les rapports, une des choses importantes dans ces rapports-là, était qu'ils allaient trouver une petite façon d'aider les gens économiquement. Au Chili, 100 € plus est plus important que ne pas les avoir. Alors, ça c'est dans le cas, ça sont les aspects positifs que je vois. Je me suis servi d'un rapport et je trouve que c'est formidable que nos Chiliens, que nos compatriotes aient un petit peu plus d'argent mensuellement. Vis-à-vis de l'intérêt historique de l'existence de ces rapports, je pense que c'est une source très importante pour savoir qu'ils étaient vraiment les Chiliens et les étrangers qui ont été considérés à un moment donné les ennemis du pays. On se rend compte que ces ennemis n'étaient que de jeunes personnes pleines d'illusions qui voulaient un pays et une vie meilleure pour leurs gens. Alors, je pense que idéologiquement, c'est l'intérêt, c'est cet dernier aspect qui est peut-être le plus important. Merci beaucoup. Peut-être une question de plus, peut-être. Alors, le juge Guzman m'avait dit 2 questions, maintenant il me dit une question de plus. Alors, dépêchez-vous, monsieur. Non, attendez le micro. Alors, je vous rappelle, pendant qu'on prend le micro, que le juge Guzman interviendra tout à l'heure à la suite de la projection du film et sera présent également demain lors d'une table ronde qui a lieu à 16h30 en B106. Donc, vous pouvez retrouver le juge Guzman demain. Monsieur ? Est-ce que vous pensez que l'intégration du Chili dans une communauté économique interaméricaine du Sud en création peut accélérer la démocratie Chili?
je ne suis pas un politicien, non. Mais je suis peut-être un rêveur. Et je rêvais toute ma vie qu'il y ait une union des pays de l'Amérique latine. Je pense que oui. Je pense que un jour où les frontières ne seront pas si fermées comme elles sont aujourd'hui, j'en suis convaincu qu'il y aura un système de gens qui pourraient s'établir où ils veulent réellement pour un meilleur travail, pour une meilleure vie et pour une meilleure fraternité parmi tous les gens de l'Amérique latine. Je pense qu'il faut prendre des bons exemples. On a pris tous les mauvais exemples, toujours. Les guerres, les révolutions, la malhonnêteté quand on est au gouvernement. Mais malheureusement, on n'a pas pris encore les bons exemples qu'on a si près ici en Europe. Je pense que oui. En vous répondant, je pense que oui, monsieur. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dupuis. Bien, donc... Bien, alors j'invite ceux qui le souhaitent donc à aller assister à la projection du film donc à 21h, Le juge et le général, suivi d'un débat, donc encore une fois avec le juge Guzman. Merci beaucoup, bonne soirée.